Dan Bismuth, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour comprendre la position du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie. Vous qui êtes le conseiller spécial du président du Conseil régional de Samarie, du Shomron, Yossi Dagan, et qui êtes très au fait de ce qui se passe dans ce Conseil. On vous avoue qu'on a du mal à comprendre, ou en tout cas certains auraient du mal à comprendre, l'opposition de ce Conseil au plan de paix américain et en particulier à ce projet d'annexion que Binyamin Netanyahou tente de promouvoir à partir du 1er juillet prochain. Pourquoi le Conseil adopte une position aussi réfractaire? Pourquoi lance-t-il une telle campagne médiatique, une campagne d'information pour expliquer son opposition? Il faut comprendre d'abord que ce programme qui a été présenté fin janvier à Washington a été changé dans ces 2 derniers mois. Et c'est ça le gros problème. Parce que à l'époque, nous étions tout à fait positifs à ce programme avec quelques changements. Il faut comprendre d'abord les changements qui ont été faits pas par les Américains, mais par M. Kouchner, qui lui représente actuellement l'opposition, si vous voulez, à l'idée que M. Netanyahou a présentée aux États-Unis à cette époque-là. C'est ce qui a fait les choses. Quels sont ces changements ? Le plus gros de tous ces changements-là, c'est bien entendu le fait que M. Kouchner, en janvier, il a été dit que les frontières ne seront pas fixées immédiatement. C'est-à-dire que, si vous comprenez, ou vous savez, je suppose que vous avez déjà entendu parler, il y a 70% et 30%. 30% qui seraient reconnus immédiatement par Israël le 1er juillet, et 70% qui resteraient en discussion pendant 4 ans. Ça, c'était le programme en janvier. Monsieur Kouchner, sur les 30% des 70%, je vous fais un peu de pagaille avec les chiffres, ça peut être compréhensible. Sur ces 30%-là, il a dit, et ils seront discutables. Dernièrement, ça a été fait d'ailleurs pendant une réunion du Likoud à la Knesset, Monsieur Kouchner avec Monsieur Berkovitch ont appelé le Premier ministre, ils lui ont dit que les 30% en plus, qui devaient être discutables, sur lesquels on pensait récupérer une certaine partie de ces territoires-là, ne sont pas discutables, c'est-à-dire qu'ils sont déjà fermés. Et c'est un premier problème. Ils vont aux Palestiniens. Ils vont aux Palestiniens, exactement. Le deuxième gros problème, c'est que dans ces 70%, il y a des localités qui représentent à peu près 20 à 25 000 habitants de la Judée et Samarie, qui vont se retrouver dans des enclaves. Et là-bas, c'est marqué, ils peuvent rester, construire en hauteur, ou une autre solution. Et bien sûr, l'autre solution, c'est partir. C'est-à-dire se retirer de ces localités-là. Je vous rappelle, 20-25 000 habitants, au Gush Katif, quand M. Sharon a retiré Israël de cette région-là, il n'y avait que 8 000 personnes. Vous vous rappelez de la pagaille qu'il y a eu. Imaginez-vous maintenant 25 000 personnes, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, qui est la plus importante, parce que c'est ça qui est grave, c'est le fait que cet accord qui doit être entre Israël et les Palestiniens n'est en fait qu'avec les Américains. C'est-à-dire que les Palestiniens ne sont pas dans l'affaire. C'est-à-dire que les Palestiniens vont arriver maintenant, disons un jour ou l'autre, on n'y croit pas, mais si des fois ça arrive, ils viendront avec un accord qui est déjà fixé pour Israël, mais pas pour eux. Alors justement, c'est peut-être ça, vous le considérez comme un handicap, mais c'est peut-être aussi finalement un bon point, parce que de toutes les manières, les Palestiniens pour l'instant, et on connaît cette fameuse phrase d'Abba Eban qui dit qu'ils n'ont jamais raté une occasion de rater une occasion, ne devraient pas tergiverser, ne devraient pas manquer à cette tradition, et puis de toutes les façons repousser le plan de paix américain, parce que bien entendu il prévoit 30% de l'annexion l'annexion de 30% de la Judée et de la Samarie, et c'est inacceptable pour eux. Alors pourquoi finalement être le côté réfractaire dans cette affaire-là, dans la mesure où on sait que les Palestiniens n'accepteront pas? Vous savez, il y a des gens qui jouent au casino, il y a des gens qui jouent aux cartes, il y a des gens qui jouent à des jeux de chance. Je pense que nous ne pouvons pas permettre de jouer à un jeu de chance sur la vie de 400 000 habitants en Judée et Samarie.
Sans compter que je vous rappelle que si par malheur... Mais ce n'est pas 400 000 habitants, parce que il faut bien reconnaître que ce plan de paix, même si on peut ne pas être d'accord avec l'ensemble de ce plan de paix, ce plan de paix a un atout majeur pour les habitants juifs de Judée et Samarie. Il ne prévoit l'évacuation d'aucune implantation, même si effectivement il y aura des implantations qui seront enclavées. Personne ne doit quitter, aucun habitant juif ne doit quitter ces implantations, même les implantations les plus isolées. Quel meilleur plan peut-on espérer de la part de la superpuissance américaine ? Vous êtes tout à fait positif dans ce que vous dites et c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut savoir, vous avez débuté par dire que nous sommes réfractaires à ce programme-là. Pas du tout, nous ne sommes pas réfractaires à ce programme-là. Nous avons un problème et nous demandons de discuter sur ce problème. Mais le Premier ministre, actuellement, n'est pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne veut pas discuter, il veut faire passer le programme, pas le programme, enfin l'annexion, comme on l'appelle dans les médias, immédiatement. Chose qui est très grave. Pourquoi ? Parce que je répète, vous avez raison, il n'y a rien qui va être fait à la fin. Mais il est possible maintenant que, vous avez raison, c'est pas 400 000 habitants qui seront en problème, c'est 8 millions d'habitants qui seront en problème. Parce que je veux vous rappeler que nous avons déjà fait ça au Gush Katif et au nord du Shomron, si vous vous rappelez. Le Gush Katif a été évacué sans accord avec le Hamas, sans accord avec le Fatah. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le pays est maintenant sous les menaces de fusées à cause de cela. C'est-à-dire qu'on était déjà dans cette affaire-là. On revient encore une fois, M. Sharon, les Européens, tout le monde a dit, il n'arrivera pas, et s'il y a une fusée qui est jetée sur Israël, on réagira très très gravement. Et on sait la suite, mais on a la mémoire très courte, malheureusement. Nous ne l'avons pas comme ça. Imaginez-vous maintenant que les Palestiniens, en fin de compte, malgré cet accord en ayant, accepté, en fin de compte cet accord-là, alors Monsieur Daniel Haïk, vous ne pourrez pas voyager à Paris, parce que l'aéroport de Lod Ben Gurion sera sous la joute de fusées de la région qui est à 15 km de l'aéroport. Et ça, il faut le comprendre. Alors nous, on a déjà été dans ce film-là. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le Conseil des localités juives de Judée et de Samarie se retrouve, on va dire, dans la même position réfractaire et opposée et négative, on va dire, des Palestiniens traditionnellement. C'est-à-dire, on dirait que il y a une sorte d'alliance aujourd'hui, un front commun entre d'un côté les habitants juifs, le Conseil de Yesha, et de l'autre côté l'autorité palestinienne. Tous les deux s'opposent au plan, chacun pour ses propres raisons, et finalement, il y a une alliance qui est plutôt, on va dire, contre nature, n'est-ce pas ? Non, vous présentez les choses de façon pas exacte. Nous ne nous opposons pas au programme. Je répète encore une fois, pour la troisième fois, nous ne nous opposons pas au programme. Nous demandons des changements sur ce programme. C'est ce que nous demandons. Nous ne demandons plus. Je vais vous faire savoir, Monsieur Haïk, que vous le sachiez. Quand Monsieur Begin a annexé Jérusalem, il l'a fait à l'encontre des Américains. Quand M. Ulmert a attaqué la centrale atomique, la centrale nucléaire en Syrie, il l'a fait contre l'avis de M. Bush, d'accord ? Je vais vous dire une chose que peut-être vous ne savez pas, que M. Dagan a entendu à Washington. M. Dagan, entre autres, a été un des rares élus en Israël qui a été pour M. Trump à l'époque des élections. Et grâce à cela, il a été même invité à l'intronisation du président Trump à l'époque, parce qu'il a été pour lui. Donc c'est des gens avec qui on est en contact, que vous le sachiez. Les Américains, c'est pas une personne. C'est bien M. Kouchner, comme je l'ai dit, qui est anti, mais c'est aussi M. Friedman. M. Pence et Friedman qui sont positifs et qui sont pas d'accord avec ces histoires-là. C'est-à-dire que même chez les Américains, il y a un problème. C'est pas, on repousse pas on est pour le Premier ministre. On est d'accord avec le Premier ministre. On veut faire ce qu'il veut, mais on veut des changements parce qu'il y a des problèmes sur le terrain que les gens ne connaissent pas. C'est ça le problème. Je ne parle pas du programme en bloc.
Je parle de certains points, tels que les routes qui sont proposées, qui vont être très dangereuses, tels que ces regardez, Dan, le sionisme, il s'est créé sans avoir la garantie d'obtenir le maximum de ses revendications. David Ben Gurion s'est mentionné dans la presse israélienne, je vais le citer tout à l'heure, dans la presse israélienne de ce vendredi. On rappelle l'histoire de la commission Peel en 1937 qui avait proposé un État d'Israël quasiment invivable pour le Yishuv juif à l'époque. Et David Ben Gurion avait dit ça, c'est loin de ce que l'on aurait pu espérer, mais c'est un premier pas dans la bonne direction. Pourquoi finalement, lorsque un président américain reconnaît le droit du peuple de l'État d'Israël à annexer une partie de sa terre ancestrale, la Judée et la Samarie, eh bien pourquoi on n'adopte pas le même genre de position que Ben Gurion, qui finalement au bout du compte s'est avéré être la bonne position, sinon on n'aurait jamais eu d'État d'Israël? Pour une raison très très simple, parce que, je le répète encore une fois, on a déjà fait cette expérience-là de se retirer ou de faire un accord unilatéral. On l'a déjà fait, je vous le rappelle, au Gush Katif. Et ce qu'on a reçu, c'est des milliers de fusées sur Israël. Alors il faut comprendre que risquer quelque chose quand on ne sait pas ce qui va se passer, comme vous le disiez, M. Ben Gurion ne savait pas ce qu'il allait se passer parce que c'est la première fois qu'on crée un État d'Israël. Alors qu'aujourd'hui, on a déjà fait un accord pareil, je vous le rappelle, au Gush Katif. Et ce qu'on a reçu, c'est des fusées. Alors il faut être quand même réaliste. Il ne faut pas vivre dans le rêve. On ne peut pas comparer le cas du Gush Katif, qui était une décision arbitraire d'Ariel Sharon pour ses propres raisons, qui était d'évacuer 8000 habitants, et un plan de paix américain qui, par exemple, ne prévoit aucune évacuation de la moindre implantation, même la plus isolée. C'est pas deux choses comparables. Monsieur Haïk, excusez-moi de vous couper. Vous savez que pendant ces 4 ans-là, jusqu'à ce que le programme soit mis en place, parce que je vous rappelle qu'il n'est pas mis en place immédiatement, il n'est mis en place que dans 4 ans, il y a un gel de la construction dans les villages. Vous le saviez, ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez que pendant cette période-là, les Palestiniens peuvent construire dans la région C, qui est la région qui est en discussion, les 30 et les 30 autres %. Dans cette région-là, les peuples palestiniens peuvent construire pendant 4 ans. Vous connaissez, Dan, la formule « un tien vaut mieux que 2, tu l'auras ». Oui, mais c'est pas un tien. Vous êtes en train de dire quelque chose qui est un rêve. Et moi, je vous parle d'une réalité, c'est-à-dire que les habitants des localités dans la Judée et la Samarie vivent là-bas. Vous parlez d'un rêve qui aura lieu peut-être dans 4 ans, si les Palestiniens, comme vous le dites, ne refusent, et si, en fin de compte, l'État qui va être créé, parce que c'est aussi une chose très très grave, sera, comment on dit ça, vers la paix et non vers la guerre. Mais réveillez-vous. Vous parlez d'un rêve, moi je parle de la réalité. C'est-à-dire que nos gens à nous, dans les implantations actuellement, c'est ce qu'ils vivent, c'est-à-dire que les attentats ne se sont pas arrêtés, comme vous le savez. Ça continue. La hasata, comment vous dites ça en français? L'incitation continue. Monsieur Abou Mazen continue à nous chercher, malgré qu'on parle actuellement de plan de paix. Alors vous me dites, ils vont refuser. Et s'ils acceptent, à ce moment-là, je viendrai vous voir pour que vous régliez le problème avec les Palestiniens et avec les Américains. Peut-être que dans 6 mois, le président Trump ne sera plus président. Monsieur Biden a déjà dit que s'il était élu, il serait contre cette chose-là. Alors, si on a encore 6 mois, profitons-en pour faire les changements qui permettent à la réalité, je répète encore une fois, aux gens qui sont dans le terrain, à continuer à vivre. Je ne dis pas vivre bien, je ne dis pas vivre en paix, je dis à vivre. Actuellement, malgré tout ce qu'il y a, alors on n'arrive pas très bien à vivre, d'accord, on le sait. Mais seulement si maintenant on va en plus rendre les choses plus difficiles pendant ces 4 ans-là, alors ce sera invivable. Peut-être que c'est ce qu'ils veulent. Peut-être que les Américains qui sont contre ça veulent peut-être nous faire partir de cette région-là. Mais je vous rappelle encore une fois que le Premier ministre en Israël, c'est M. Bibi Netanyahu, et pas M. Trump, et pas M. Friedman. Alors je voudrais qu'on rentre un peu dans un des détails de ce plan, ou en tout cas de ce plan de paix américain, par rapport à ce fameux traçage qui a été réalisé ces derniers
derniers mois par les Américains. Vous êtes l'un des responsables de la yeshiva de Elon Moreh dans le nord de la Samarie. Vous m'expliquiez en antenne que Elon Moreh, si le plan américain se concrétise, eh bien, pour aller d'Elon Moreh à Jérusalem, il faudra faire le tour du pays? Expliquez-nous. Exactement. Expliquez-nous pourquoi. Exactement, parce qu'il va y avoir des coupures sur ces routes-là. Par exemple, la route 60, qui va de Jérusalem à Elon Moreh, qui prend un temps de 1 heure en général, sera coupée à plusieurs endroits par des enclaves palestiniennes sur la route. C'est-à-dire que ce n'est même pas comme ça sera actuellement, encore la route sera sous responsabilité israélienne. Parce que des parties seront pour permettre aux Palestiniens d'aller d'est en ouest. Donc ça coupera, si vous voulez, la route 60 va du sud au nord. Et donc elle coupera, si vous voulez, cette route-là à plusieurs endroits. C'est-à-dire que on devra avoir la permission des Palestiniens de passer à chaque endroit. Chose qui rend le trajet beaucoup plus long et beaucoup plus dangereux surtout. Et c'est ça le problème. Ça, c'est un des points que vous avez élevé, mais il y a encore beaucoup de points. Encore une fois, ces enclaves-là qui vont être dispersées sur le terrain. Vous avez parlé de Elon Moreh, mais il y a des enclaves au nord du Shomron, il y a des enclaves dans le Gush Etzion, il y a des enclaves dans le Drom HaHevron. Toutes ces régions-là, toutes ces enclaves-là, elles vont être automatiquement bloquées par n'importe quel petit policier palestinien qui aura envie, comme on le sait malheureusement, eux aussi ont participé à des attentats contre Israël, contre les Israéliens, contre les soldats, pourront arrêter la vie de ces petits villages. Les grandes localités, c'est sûr que sur les grandes routes qui mènent un peu partout, pas seulement de Jérusalem à Elon Moreh, mais si on veut aller à Tel Aviv, on sera obligé de passer par les endroits où se trouvent ces coupures. Alors, une dernière question, Dan. Une dernière question. En passant ce matin dans les rues de Jérusalem, j'ai vu des affiches qui sont des affiches de cette campagne médiatique du Conseil de Yesha qui dit Jérusalem va être divisée. Qu'est-ce qui permet de penser que Jérusalem, qui a été reconnue par le président américain comme capitale de l'État d'Israël et où l'ambassade des États-Unis est installée désormais, sera divisée? Et je vous rappelle que les Américains ont reconnu Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, et non pas Jérusalem. Eux, ils disent Jérusalem, mais dans leurs écrits, c'est Jérusalem-Ouest. Eux, ils sont tout à fait d'accord que les Palestiniens installent à Abu Dis, comme on le sait, leur capitale à eux aussi. Chose qui n'a pas été dit, parce que pour le moment... Mais est-ce que ça vous dérange, par exemple? Parce qu'il est clair que d'après le plan américain, s'il doit y avoir une seconde capitale palestinienne, une capitale palestinienne à Jérusalem, elle sera au-delà de cette fameuse barrière de sécurité et certainement pas dans le domaine de juridiction de Jérusalem actuel. Mais c'est-à-dire que vous répondez à votre propre question. Jérusalem sera divisée. Maintenant, je vous rappelle... Elle est de facto avec le mur de sécurité. Oui, de facto militairement, si vous voulez. Mais de facto, que vous le sachiez, notre cher maire, monsieur Moshe Léon, a reçu des félicitations de Jérusalem-Est, c'est-à-dire des Arabes palestiniens, comme eux s'appellent, pour le travail qu'il a fait extraordinaire pour les Arabes. Pas au-delà de la ligne de cette barrière de sécurité. Non, au-delà. Pour les villages palestiniens qui sont à l'intérieur du... Non, il l'a fait aussi pour d'autres villages qui étaient autour et qui étaient au-delà. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour lui, Jérusalem, si vous voulez, Beth Hanina, Issaouia, tous ces endroits-là. C'est des régions qui vont être dans la capitale palestinienne, que vous le sachiez. Et eux-mêmes, bien entendu, comme d'habitude, les pauvres populations ont peur de parler officiellement. Mais ils l'ont fait pour une fois en disant qu'au niveau de ce qu'il a fait pour sauver, pour aider les Palestiniens dans le problème de la Corona, il a été reconnu. C'est-à-dire que la capitale de Jérusalem actuellement, la mairie de Jérusalem, comprend les deux parties de la ville. Maintenant, le but de cette chose-là, c'est de diviser Jérusalem. Mais c'est pas seulement Jérusalem, c'est tout ce qui est autour. C'est-à-dire que si vous... On l'a bien compris, et je m'excuse Dan, on va devoir rendre l'antenne parce qu'il y a la revue de la presse dans quelques secondes. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant de dialoguer avec vous, de mieux comprendre en fait la position du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie. Merci Dan Bismuth d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom, à bientôt. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Shabbat Shalom.